Voilà, merci. On va parler de cette formation des ingénieurs et puis âge en âge route. Effectivement, ils sont là. Mais j'aimerais d'abord qu'on suive ce qu'a été par rapport à ce renforcement des capacités qui a commencé depuis hier. Ça sera aujourd'hui. Ça prendra fin aujourd'hui, 2 jours. Correct. Effectivement. Alors, on suit et puis on revient. Je déclare ouvert les travaux de la 2e phase de la mission d'encadrement des ingénieurs congolais par l'Agence de gestion des routes de Côte d'Ivoire. Atelier de renforcement des capacités des ingénieurs et appui institutionnel organisé par l'Autorité des coordinations des transits et des transports du corridor Nord. Ces assises ont été lancées par le ministre d'État et ministre en charge des infrastructures et travaux publics. Après avoir envoyé les ingénieurs congolais en Côte d'Ivoire pour un encadrement à l'âge route, l'objectif était de réfléchir comment élaborer des stratégies pour attirer des partenaires afin de financer les travaux en génie civil et d'entretien routier. Les routes chez nous ne sont pas ce qu'on aurait souhaité. Une fois qu'on quitte les pays voisins pour entrer chez nous, c'est vraiment le jour et la nuit. Nous sommes dans un trou noir et nous avions essayé de voir au niveau du corridor Nord quelle serait l'explication à ce genre de situation. Et parmi les réponses, après avoir creusé, nous sommes rendus compte qu'on avait besoin d'une formation des nôtres afin qu'ils soient en mesure de présenter des études qui soient dignes. Le corridor Nord, notre institution, a financé ces ingénieurs pour qu'ils puissent aller en Côte d'Ivoire et à payer le prix pour qu'ils soient encadrés dans ce pays. Et donc pendant 6 semaines, 1 mois et demi, ces ingénieurs ont été formés en termes de mobilisation de ressources, en termes de suivi, de production des études, de projets, mais également en termes de maintenance, de route, de suivi et évaluation. À l'issue de cet atelier de 2 jours, les organisateurs s'attendent à un changement dans la manière de mener les études et de faire des suivis des projets dans la durée. Voilà, alors de faire des projets dans la durée. Nous recevons pour vous, monsieur le professeur aussi, Lieva. Bienvenue. Merci beaucoup, M. Kilolo, voilà, pour le temps que vous m'accordez. Effectivement. Et aussi la promptitude avec laquelle vous avez répondu à notre invitation. Alors, il y a déjà cet atelier de renforcement des capacités qui est organisé au niveau des hôtels de la place. Et là, vous aviez fait appel à toutes les agences qui sont impliquées dans des routes. Alors, l'objectif, tel qu'on l'a dit dans l'élément, c'est pour aider beaucoup plus le Congolais à réfléchir et aussi à mener des bons projets pour la construction de nos routes, parce qu'on a comme intention de dire, chaque fois quand il y a des routes qui sont faites ici, c'est 1 année, 2 ans. Alors que selon les études, et c'est au moins une bonne route, il faut 15 à 25 ans. Correct, M. Kilolo. Vous allez peut-être me permettre de commencer par donner à l'intention de l'audience qu'est-ce que c'est le corridor Nord. C'est une organisation intergouvernementale qui met en présence 6 pays. La RDC, notre pays, le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda, le Soudan du Sud et le Kenya. Le Kenya, c'est le pays hôte et c'est ainsi que le siège est installé à Mombasa, juste à côté du port de Mombasa, où commence le business du corridor Nord. Alors, dans le cadre, disons, la mission et le mandat du corridor Nord, c'est de faciliter le mouvement des biens et des personnes à l'intérieur de ces 6 pays. Et donc, la facilitation du mouvement des personnes et des biens met en présence les infrastructures routières, parce que c'est sur ces routes qu'on doit se mouvoir d'un point à l'autre. Et ces infrastructures doivent être de bonne qualité pour faciliter ce mouvement dont nous sommes en train de parler. Elles doivent répondre aux normes, parce que la construction des routes tient compte des normes, et les normes sont internationales pour ce faire. Mais également, elles doivent être de bonne qualité,
Vous pouvez construire dans les normes, mais la qualité vous échappe. C'est comme ce que vous venez à peine de dire, que les mêmes Chinois qui construisent les routes au Kenya, en Ouganda, au Rwanda, ce sont les mêmes qui les construisent ici chez nous. Oui, effectivement. Mais malheureusement, la durée de vie des routes au Kenya, vous allez vous rendre compte que c'est entre 15, 20, 25 ans. Alors qu'en République démocratique du Congo, notre pays, les routes font à peine 6 mois, une année, vous avez déjà des nids de poules, ainsi de suite. Et donc il y a un problème, vous comprenez qu'il y a un problème. Si les mêmes personnes dans des pays différents peuvent avoir des résultats différents, il se fait qu'il y a un problème quelque part. Alors, hormis cela, nous avons également fait un constat amer, c'est que les routes de ces pays que nous venons de citer, ces pays sont frontaliers avec le nôtre, une fois que vous roulez sur ces routes, vous sentez exactement que vous êtes sur une infrastructure de qualité et qui vous amène pratiquement à glisser et qu'à rouler. Mais quand vous arrivez à la frontière, vous passez beaucoup de temps. Je vais vous donner un exemple. Un camion, par exemple, qui quitte le port de Mombasa et qui transporte le conteneur plein de marchandises, fait à peu près 4 à 5 jours pour arriver à la frontière avec la RDC, en passant par l'Ouganda, le Rwanda, après avoir traversé tout le Kenya. Mais maintenant, quand on arrive à la frontière de la RDC, à Ruzizi 2, par exemple, il y a une distance de 2,7 km sur lesquels les camions ont pris plus de 2 semaines avant d'accéder au centre-ville. Alors que ces camions ont roulé sur plus de 1800 km en faisant 4 à 5 jours. Et donc, ce sont ça les problèmes. Alors, en creusant, nous nous sommes rendus compte que nous n'allions pas dire que la proposition faite permettra de régler le problème en entier, mais au moins c'est une contribution. En tant que Congolais travaillant au corridor Nord, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose pour mon pays. Et cela m'a poussé à proposer un programme de formation. Ce programme de formation ne pouvait pas se faire dans un pays anglophone, compte tenu de la barrière linguistique que cela pouvait générer. Et donc nous avons pu identifier la Côte d'Ivoire. Ça nous a pris pratiquement une année à mener les démarches afin que l'agence de gestion des routes de la Côte d'Ivoire, que l'on appelle AGEROUTE, puisse accepter de prendre nos ingénieurs. Nous en avons pris 6 au total, 3 de l'Office de route, 2 de l'OVD, l'Office de voirie et drainage, et un ingénieur de la CEPCOR, c'est la cellule de coordination de tous les problèmes des corridors de transport en RDC. Et donc ces ingénieurs sont allés, ils ont passé 6 semaines, 1 mois et demi, en Côte d'Ivoire, entre Abidjan et Yamoussoukro. Et vous comprendrez pourquoi à Yamoussoukro, parce que c'est là qu'il y a la grande école de formation des ingénieurs en travaux publics de la Côte d'Ivoire. Et la plupart des ingénieurs de l'AGEROUTE, tous sont sortis de l'école nationale du bâtiment et des travaux publics de Yamoussoukro. Et donc ils ont été exposés à la préparation des projets, à l'étude, à la mise en place des projets, au suivi, à l'évaluation, à la maintenance, mais également ils ont vu comment le bureau de contrôle qu'on appelle le BENET permet d'assurer le contrôle de la qualité. Et c'est peut-être à ce niveau que nous avons un problème, hormis la mobilisation des fonds auprès de partenaires. Alors ça c'est bien. Et maintenant, ils sont arrivés, ils sont revenus après ces 6 semaines. Qu'est-ce que maintenant vous attendez d'eux, de ceux qui étaient allés au niveau de la Côte d'Ivoire pour ces renforcements de capacité? 2 choses que nous attendons de ces ingénieurs. Ils ont eu l'opportunité d'être en Côte d'Ivoire. Je dois signaler ici que le corridor Nord a dépensé à peu près $200 000 pour que 200 000 pour que cette formation se fasse. Et ceci comprend leur billet d'avion, leur séjour en Côte d'Ivoire, mais également les frais qui ont été exigés par l'AGEROUTE. Parce que vous voyez, pour qu'ils soient encadrés, les experts de l'AGEROUTE n'ont pas fait leur travail pendant ce temps-là. Pendant 1 mois et demi, ils se sont principalement occupés des 6 ingénieurs que nous avions envoyés.
Et donc, nous devrions payer pour ça aussi. Alors, pour rentrer à la question que vous avez posée, la première chose que nous attendons, nous voyons cela dans le cadre d'une formation des formateurs. Ils sont allés, qu'ils reviennent, qu'ils partagent l'expérience avec leurs collègues qui sont restés sur place et ainsi commencer petit à petit à changer la mentalité dans la manière de faire le travail. Je vais vous donner un témoignage. Un des ingénieurs qui est revenu de la Côte d'Ivoire m'a dit, écoutez, professeur, je suis révolté, mais une bonne révolte. Parce qu'il m'a dit, ce que j'ai vu là-bas, ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de compétences. Nous sommes bien formés ici, mais il y a un problème chez nous. Et la révolte que moi j'ai, quand je vais rentrer au pays, les gens ne vont pas me comprendre parce que ma manière et mes méthodes de travail vont changer. Vous voyez, ça c'est déjà quelque chose que nous souhaitons, une révolte positive pour pouvoir aller dans le sens à améliorer la qualité du travail que l'on fait. Donc ça c'est une chose, le partage d'expériences et de connaissances, servir comme des formateurs de formateurs vis-à-vis de leurs collègues. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose, nous attendons qu'il y ait une nouvelle génération des ingénieurs congolais qui prennent conscience et qui travaillent différemment au regard de ce qu'ils auront appris. Alors, pourquoi organiser ce renforcement de capacité, sachant que vous aviez envoyé ces 6 Congolais en Côte d'Ivoire et ici encore, vous avez organisé ces séminaires ou cet atelier? Je dois clarifier que ce qui se passe pour le moment dans l'hôtel de la Place, dans un des hôtels de la Place, c'est la deuxième phase de cette formation. Vous conviendrez avec moi, M. Kilolo, que 6 ingénieurs, c'est vraiment une goutte d'eau comparé au nombre d'ingénieurs que nous avons sur le marché et des travaux publics et sur la construction de nos routes. Alors nous avions pensé qu'il serait mieux maintenant d'amener quelques experts de la Géroute ici qui vont maintenant synthétiser la formation qu'ils avaient donnée à un groupe plus important, à une audience plus importante. Et c'est pour cette raison qu'en dehors de l'office de route, de l'office de voirie et drainage et de la CEPCOR, vous avez certainement vu que nous avions avec nous l'Agence congolaise des grands travaux, nous avions le Fonds national d'entretien routier, le FONER, nous avions la Corporation des ingénieurs en bâtiments et travaux publics, nous avions également l'Institut national du bâtiment et des travaux publics, à part le bureau technique de contrôle de la RDC. Alors tous ces ingénieurs vont travailler en synergie pour améliorer la qualité de travail et la qualité de nos routes. Alors maintenant, parlons des qualités de nos routes. Est-ce qu'il y a un problème de moyens pour que les routes ne soient pas beaucoup plus à la hauteur? Nous savons que depuis longtemps, sous Joseph Kabila et actuellement sous le président Félix Tshisekedi, ce sont les mêmes routes qui sont réfectionnées, presque chaque année. Lorsque vous allez en province, vous allez vous rendre compte que les gouverneurs des provinces ne font que réfectionner les routes que leurs prédécesseurs ont réfectionnées. C'est quoi? Problème de moyens? Problème des normes? Problème de bonne foi ou mauvaise foi? Monsieur Kilolo, je ne veux pas personnaliser ou plutôt regarder dans ce sens-là. Je voudrais rester sur le plan purement technique. Je vais dire ceci. L'investissement en matière de construction de routes est un investissement trop lourd, qui parfois n'arrive pas à être géré dans le budget d'un pays. Ce n'est pas seulement en RDC. Même nos voisins et les pays du corridor nord ont tendance à aller vers les partenaires au développement, qu'on appelle les bailleurs de fonds, pour pouvoir mobiliser les ressources qui vont permettre la construction des routes. Ça, c'est une chose. C'est un investissement qui est très lourd et que parfois l'État ne peut pas avoir dans son budget. Il faut recourir aux partenaires au développement. Deuxième chose, on ne peut pas construire les routes sans pouvoir les entretenir. L'entretien routier est très important parce que, en fait, c'est l'entretien qui anticipe sur la dégradation. Lorsque les routes ne sont pas entretenues, les coûts de réhabilitation deviennent encore plus importants que ceux qui pourraient être investis dans les entretiens. C'est pour cette raison que dans la plupart des pays au monde, on a ce fonds national d'entretien routier qui est un fonds de deuxième génération.
ou C'est-à-dire un fonds de deuxième génération, c'est-à-dire qui n'émargent pas du budget de l'État. Ils ont leur quotité généralement sur le carburant. Lorsque vous et moi payons 1 litre d'essence ou de diesel à une station d'essence, il y a un pourcentage qui doit revenir automatiquement à l'entretien routier. Bon, maintenant, il faut savoir si les choses se passent comme elles devraient se passer. Donc ça, c'est une question à plusieurs faces. C'est une question à plusieurs faces. Les moyens, c'est vrai, parfois difficile de les mobiliser, difficile de les avoir au niveau du budget, mais l'entretien doit chaque fois... est-ce que les normes répondent aussi? Parce qu'il y a un problème. Donc ce sont les mêmes ingénieurs, ce qui est sûr, ce sont les mêmes Chinois Oui, qui sont sous-traités ou traités ici, Oui. en République démocratique du Congo, qui travaillent peut-être dans d'autres pays. oui, Mais les résultats escomptés sont différents. oui. En RDC, c'est catastrophique, Oui. alors que dans d'autres pays, ça évolue, ce sont presque les mêmes routes. Est-ce que les normes sont-elles respectées? Je ne vais pas ici accuser qui que ce soit, mais ça c'est une question sérieuse que vous venez de poser. La Côte d'Ivoire, par exemple, pour pouvoir construire leur route, ils ont ce qu'on appelle les ISO, les normes ISO qu'ils suivent, avec une numérotation bien claire. Et ça, lors du contrôle, on veille à ce que ces normes soient appliquées. Mais ici chez nous, je doute. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles ces ingénieurs sont partis en Côte d'Ivoire, comme ça qu'ils voient aussi comment se fait le suivi et le contrôle des travaux. Voilà, les suivis et les contrôles des travaux. Aujourd'hui, une route, normalement, je repose la première question, et cette fois-là autrement, une route, c'est 15, 20, 10 ans. 15, 20, 25 ans. Alors ici, en RDC, ça fait une année. C'est inquiétant, ça aussi. Très inquiétant. On nous a aussi dit, hein, bon, ça c'est une anecdote, hein, que les Chinois, ils vous offrent ce que vous voulez. Leur première qualité va aux États-Unis, la deuxième qualité va en Europe, et la troisième, qui est la dernière, vient ici en Afrique. Et apparemment, si vous me permettez d'aller sur cette anecdote, apparemment, nous payons pour ce que nous avons, pour ce que nous voulons. Donc, il y a un problème de moyens dans ce cas. Non pas qu'il y a un problème de moyens, mais que ces moyens ne sont pas utilisés à bon escient. Ou bien c'est qu'il n'y a pas de suivi, on peut dire. Le suivi, l'évaluation, le contrôle, tout ça pose un problème. C'est une équation à plusieurs têtes. Une équation à plusieurs têtes qui demande vraiment qu'il y ait du sérieux à partir des études. Dès qu'on commence à mener les études, on doit être sérieux. Et ça, quelque part, ça nous manque. Parce que... sans vous interrompre, M. Kilolo, je viens de vous dire que l'un des ingénieurs qui a été formé est rentré et il m'a dit qu'il était révolté. Vous voyez, quand un jeune ingénieur vous dit « j'ai vu, mais je suis révolté », pourquoi chez nous, on ne fait pas ça? Mais ça, il ne vous dit pas ce que lui, il rencontre sur les chantiers là où il va. Il y a aussi un problème, c'est qu'au lieu de prendre les ingénieurs congolais, on préfère prendre les ingénieurs chinois ou les ingénieurs étrangers. Ça, c'est une autre question que vous posez. Bon, il faut dire qu'il y a aussi un besoin de capacité de nos entreprises. Hein. Lorsqu'on prend les Chinois, c'est peut-être parce que lorsqu'on lance l'appel d'offres pour le marché, ils répondent aux différentes obligations qui sont dans l'appel d'offres. Vous allez vous rendre compte, par exemple, que certaines entreprises congolaises de nos ingénieurs n'ont pas tout le matériel qu'il faut. Il faut des bulldozers, il faut des niveleuses, il faut ceci et cela. Et une fois qu'on n'a pas ce matériel, on ne peut pas se lancer dans les travaux routiers. Tout à l'heure, vous avez dit que... Mais regardez aujourd'hui, vous avez le Japon. Les routes faites par les Japon et les routes faites par les Chinois sont des routes différentes. Parce ici, chez nous, en RDC, on a vu quelque part, là où ce sont les Japonais qui ont réhabilité, qui ont
aménagé, qui ont entretenu les routes. Ça dure. Alors que les routes faites par les Chinois, c'est catastrophique. Je voudrais être vraiment honnête avec vous. Il se peut que les moyens qui doivent être investis dans ces routes n'arrivent pas finalement à faire le travail qui doit être fait. Ou alors il y a, et ça je l'ai appris de nos collègues de l'Office des voiries et drainage, vous allez vous rendre compte qu'il y a un problème de décaissement parfois au niveau du ministère des Finances qui font tarder, ces problèmes font tarder les travaux. Imaginez, si vous avez contracté pour une année et que l'on traîne à vous payer et que ce travail que vous devriez faire en une année, il s'étale sur 4 ou 5 ans. Vous voyez qu'il y a un problème. Donc le problème est multiforme. On doit aller vraiment à la source et essayer d'extraire tout ce qu'il y a comme gangrène au niveau de la source. Alors pour ceux qui sont en train de vous suivre, les décideurs, par rapport aux routes, qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme politique d'un entretien pouvant s'inscrire dans la durée? Ce qu'on peut dire à nos décideurs, ce qu'on peut dire à nos dirigeants, c'est que la route contribue au développement. Là, il n'y a rien à faire, la route contribue au développement. Il faut relier le pays de l'est à l'ouest, du nord au sud, pour que le développement, dans une certaine mesure, puisse être lancé. J'étais heureux d'entendre dans le discours de son Excellence, Monsieur le ministre d'État, en charge des infrastructures, qui a ouvert nos assises, il a dit qu'il avait un programme quinquennal au cours duquel les chefs-lieux des différentes provinces de notre pays seront reliés. Vous voyez, déjà, si cela est fait, on est en train de lancer le développement petit à petit. Si on peut être interconnecté, si on peut quitter Kinshasa, aller jusqu'à Bukavu, comme c'était pendant l'époque coloniale, il y a un plus, il y a un développement, la route ne vient pas seule. Elle vient aussi avec le développement, elle vient avec le commerce, elle vient avec des activités telles que le transport ou la route, l'infrastructure de transport, ne reste plus seulement une infrastructure de transport, mais devient une infrastructure de développement et de développement économique. Parce qu'il y a des activités qui vont générer des ressources qui sont liées à cette route-là. Quelqu'un qui sait, par exemple, qu'il y a un arrêt qu'on ne peut pas éviter, il va créer un restaurant à cet endroit pour que quand les gens vont s'arrêter, puissent avoir quelque chose à mettre sous la dent avant de continuer leur route. Et vous voyez, c'est quelque chose en plus. C'est des revenus pour cette personne qui a créé, qui a mis en place un restaurant parce qu'il y a une route. S'il n'y avait pas cette route-là, il ne mettrait pas son restaurant à cet endroit. Et donc nos dirigeants, ils doivent comprendre que la route est un élément, est un facteur du développement et que nous devons penser à avoir des routes parce que c'est une honte que, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, le réseau routier qui nous a été laissé, celui de 58 000 km, et ce ne sont pas tous ces 58 000 km qui sont revêtus. Tenez-le bien. Le réseau routier qui nous a été légué est de 58 000 km. Pour un pays comme la RDC... Ça nous a été légué par les colonisateurs. Par les colonisateurs. 58 000 km. Et c'est ce que nous avons jusqu'aujourd'hui. Nous n'avons pas construit une route de plus et tout ça, ainsi de suite. Et donc, nous devons penser à cela. Et ces 58 000 km ne sont pas... Ils ne sont pas tous revêtus. Ils ne sont pas tous revêtus. Vous imaginez? Et là, c'est trop dangereux. C'est le cas de notre pays et c'est ça qu'il faut éviter. Je pense que dans le programme du gouvernement, il faudrait qu'on fasse quelque chose. Au Kenya, par exemple, ils ont eu un programme de 10 000 km de route par an. Ils ont ce programme-là et ils sont en train de le mettre en place par rapport à la vision 2030 qu'ils ont. Et c'est ça le problème que nous avons. Est-ce que nous avons une vision pour ce pays? Qu'est-ce que nous voulons pour le pays dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans? Les autres pays, j'étais récemment au Burundi, où le président du Burundi était en train d'inaugurer le port réhabilité
avec espoir d'avoir un débouché en RDC. Oui. Alors, ils ont un programme pour le Burundi émergent en 2040 et le Burundi développé en 2060. Vous voyez? Et donc, c'est tout un programme du gouvernement qui doit être mis en place, une vision qui doit être défendue. Tous nos pays, tous les pays du corridor nord, je n'en sais pas trop sur la RDC, quoique étant congolais de père et de mère, comme on dit, tous les autres pays. Le Kenya a une vision 2030. Et c'est dans cette vision 2030 que s'inscrit le chemin de fer à écartement standard qui est actuellement en construction, qui a déjà dépassé Nairobi, Naivasha, en attendant aller sur Kisumu et finalement à Malaba, la frontière avec l'Ouganda. Vous allez en Ouganda, ils ont une vision 2040. Dans cette vision-là, ils veulent avoir la raffinerie du pétrole du lac que nous partageons avec eux. Vous voyez, pendant que nous sommes là. Le Rwanda avait une vision 2020. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire de leur pays jusqu'en l'an 2020? Le Burundi, je viens de vous en parler, ils en ont pour 2040 et 2060. Pour nous, que voulons-nous faire de la RDC dans les 26 ans qui viennent, en 2050? Qu'est-ce que nous voulons de ce pays? Qu'est-ce que nous voulons des générations qui vont venir? Ainsi de suite. Ça, ce sont des choses sur lesquelles nous devrions être sérieux et les regarder en face. Parce que quand on regarde ce qui se passe dans ces pays qui n'ont pas les ressources que nous, on a, ça fait de la peine. En tant que responsable des infrastructures pour ces 6 pays, il m'arrive parfois, dans des réunions, à me demander si je dois montrer les photos des routes de la RDC où les camions s'embourbent, ne peuvent pas arriver à Kisangani, pendant que les infrastructures dans les autres pays sont impeccables. Et quand vous les présentez et que vous devez présenter les vôtres, celles de votre pays, vous avez mal au cœur. C'est comme si vous étiez en train d'exposer la nudité de votre propre maison. Vous vous imaginez, c'est incroyable, ça fait de la peine. Voilà. Il nous faut réfléchir, il nous faut avoir une vision, il faut savoir où on amène le pays, il faut savoir ce qu'on veut de nos enfants, de nos petits-enfants, de nos arrière-petits-enfants. Le pays, c'est comme une famille. En fait, le président d'un pays, c'est un père de famille. Un père de famille sait qu'il doit nourrir ses enfants. À l'échelle du pays, c'est de pouvoir donner la nourriture, de faire l'agriculture et tout ça. Un père de famille sait qu'il doit envoyer ses enfants à l'école. À l'échelle du pays, il faut construire les écoles. Il sait qu'il doit amener ses enfants à l'hôpital. Il faut construire les hôpitaux. Tant qu'on ne regarde pas cette situation avec ces lunettes, ça sera difficile. Voilà, ça sera difficile. Merci beaucoup, professeur Liévin, surtout de votre présence et aussi la promptitude avec laquelle vous avez répondu à notre invitation. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs, avec notre matinale. Il est déjà 10h40 à Kinshasa, 11h40 dans l'est de la RDC. Alors, nous profitons de l'occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire. Voilà, Jocelyn, c'est de la part de l'ami des Kubaburan, Shigeregere Kabuya, la fiancée de son ami. Je vais essayer de retrouver. Voilà, je vais essayer. Joyeux anniversaire. Voilà, comment elle s'appelle? Voilà, elle s'appelle... Bon, joyeux anniversaire à cette... Elle s'appelle, voilà, Fanny Ndoji. Fanny Ndoji, joyeux anniversaire à vous. Vous êtes fiancée de Nathan Luangu Sissé. Fiancée de Nathan Luangu Sissé. Joyeux anniversaire à vous, madame. Vous fêtez votre anniversaire aujourd'hui, ce 22 octobre 2024. Que du bonheur, plein de bonnes choses à vous, madame. Et que le Seigneur vous soit très favorable. Merci beaucoup. Tout à l'heure, la grande édition de Journal en langue, ça sera à 11h. Portez-vous très bien. À très bientôt, fidèles téléspectateurs.